C'est le 11 novembre. Céline, pour lui, c'est un anniversaire de la fin de la Première Guerre. 11 novembre 18. Mon cher vieux, voici un anniversaire charmant. À quoi bon s'être donné tant de mal dans la première pour finir si pitoyablement? Quel duperie de la terre au ciel! Je dégueule ma vie quand j'y pense. Je me dégueule de conneries crédules, de dévouement perdu. Je suis le monument de ce qu'il ne faut pas faire. Le con. Mon père est mort de chagrin. Ma mère de même. Le moindre est que je finisse pareillement. Et moi, plus conscient qu'eux encore, plus prouvé. Nous sommes ici, Lucette surtout, ignoblement escroqués par nos soi-disant amis. Lucette, entre nous, est une merveilleuse artiste, de l'avis unanime des connaisseurs d'ici. Il n'y a pas 3 ou 4 artistes comme elle en Europe. C'est une danseuse née, en même temps qu'un excellent professeur. Ils le savent et ils s'en servent. Et comment? Elle apprend leur métier à 200 professeurs danois qui sont d'infinis incapables. Seulement, comme nous ne devons pas apparaître, que nous avons à peine la permission d'exister, elle travaille en moyenne 6 heures très dures par jour et par hasard, les frais prennent tout. Mieux, ce mois-ci, nous en sommes pour 80 couronnes de notre poche, presque 15 jours de vivre à notre régime. Et il faut sourire et remercier, sinon le poteau nous sert de décor. Dans ces conditions, tout mot de travers est de trop. Tu m'as prêté un jour de chez toi un très bon livre de Laurent Taillade. Je serais heureux que tu m'en trouves une phrase à propos d'un voyage qu'il fit dans le Nord, vers les mines, où il dit à peu près « Le décor du travail de l'homme est encore abominable, hideux ». Je voudrais bien avoir la citation exacte, la phrase. Tu as bien raison de penser à cette petite maison tourangelle. Les rêves te sont permis. Hélas, tu me déchires. C'est la plus cruelle des conditions lorsqu'à 52 ans, infirme, ton toit t'est arraché sans perspective d'en retrouver jamais un autre, car enfin je n'ai guère d'espoir d'être jamais accueilli nulle part de mon vivant. L'Arien errant connaît un sort bien plus infect que le Juif errant. Les amis de l'Arien sont faibles et rarissimes. Les amis des Juifs sont puissants et innombrables. Le Juif n'a qu'à jérémiader, toutes les portes s'ouvrent. Si l'Arien marqué se fait connaître, tous les chiens sont lâchés. Point de merci pour lui, sa peine n'existe pas. Je n'ai jamais si bien senti la flétrissure qu'ici dans mes conditions. Elle est implacable. On veut bien nous exploiter, leçons de français, de danse, etc., mais non pas nous connaître. L'expérience a son prix. Je vois que les 3 partis français ne sont point près de tomber d'accord. La guerre continue en somme intus ou exit. Les bêtes ne demandent qu'à s'entre-dévorer. Déjà en Chine, on s'en donne. Et les canons apprennent aux anamites de quel côté sont leurs frères protecteurs et émancipateurs. Crabes, chiens, chacals, et pour la politique, un perroquet. Le bal continue. Évidemment que la prochaine guerre nous apportera une amnistie. C'est notre seul dernier espoir. Quelle alternative? Sinon, sous peu, ici, peau de chagrin rongée, nous crèverons de faim et de froid. Il ne faut jamais s'occuper des grands problèmes. Tu n'as pas eu, par hasard, des nouvelles du docteur Jacot, de Remiremont? Je suis assez en peine aussi d'un bon ami, le docteur Gasto, ancien radiologue en chef à Saint-Louis. Il tenait le dispensaire municipal d'Argenteuil. Il demeure à Paris. C'est un homme sur l'âge et bien distingué, bon vivant, bon camarade, bon mangeur. Je l'aimais bien. Il m'a fait avoir besoin. Je lui ai toujours eu gré. Il est très au courant de bien des choses. Si tu pouvais lui passer un petit coup de téléphone. C'est un automobiliste passionné. Il volerait te voir. Il m'aime bien. Il demeurait vers Grenelle. Il est aisé et il cultive, lui, l'Orléanais. Fais-moi plaisir. Aucune inquiétude politique de son côté. Pour Jacot, hélas, je tremble. Quel grand cœur, quel admirable compagnon dans les circonstances atroces. Le courrier médical est le journal favori des petits praticiens omnibus, sans aucune envergure scientifique et plein de ragots.
Il donne toutes les nouvelles, les annonces, etc. Il permet de bien se rendre compte de l'ensemble merdeux. J'ai reçu à l'instant Les Mondes d'une quinzaine. Ce sont les premiers journaux français que je lis depuis 18 mois. Et que de choses! Cependant, un petit train-train semble renouer le fil passé. Toutefois, sensible est la misère, la chicherie de la vie courante. Une certaine détente, il me semble, dans l'épuration. Mais enfin, ce sont là des illusions, des mirages. Le chagrin d'être si loin emporte tout, fausse tout l'optique. Les Français sont venus ici, nous n'avons même pas pu les approcher. Il ne faut pas. Tu parles de rente viagère. Je suis en train de perdre 150 000 francs, presque or dans cette institution. Méfie-toi. Je ne compte plus, hélas, mes pertes. Tu sais que les premiers libérateurs de mon appartement ont tellement volé un peu partout qu'ils ont fini en prison. Quelle joie de les voir en face celui qui m'a volé. Pourtant, je t'assure que rien n'était volé de mon médiocre matériel. Tout avait été payé 10 fois de sang, de labeur et d'angoisse. Oh, patrie! Rien ne devait un centime aux occupants, alors que tant de nantis actuels. On n'en finirait pas de dégueuler. Il fait froid à présent, un froid russe et tempête. Il fait très triste. On a le temps de ruminer ses infortunes. Enfin, Bébert, le chat, va mieux. Il ne tousse plus. Il a dû faire une petite pneumonie. Il a été intelligent comme tout. Les épreuves lui ont appris 1000 trucs des hommes. Il galope derrière Lucette comme un chien. Nous avons aussi les mouettes. Elles ne quittent pas nos fenêtres. Elles sont jolies, mais leur croassement est hideux. C'est un animal de naufrage. Nous demeurons sur une petite place très populeuse le jour, près d'un pont qui ressemblerait assez bien, en petit, en nordique, en province, à la place Saint-Michel, plus fleurs et poissons et vent du large. Devant nous, leur chambre des députés fait palais de justice. Tout ceci est joli, mais sévère, bien mausolé. Mais vraiment joli, il faut l'avouer. Tu verras d'ailleurs, tu ne tarderas pas au printemps, j'espère bien, avec les hirondelles. Évidemment, la maison à la campagne est indispensable à qui voudra manger lors des événements futurs. Et puis, les villes sont vouées aux atomes. Et puis, on y crève de faim à coup sûr. Seulement, quel maquis aussi. Il faudra faire très pauvre. 10 ans avant de sortir qu'en guenille. Tu te serais bien intéressé au sort de Bichelonne, l'ancien ministre des Travaux publics chez Laval. Éminent polytechnicien, il était sorti et entré premier de l'école. Seul cas avec Carnot, grand espoir des travaux publics. Qu'est devenue Madame B à propos? Je l'ai soigné au Nibelungen où il avait été transféré au château avec les autres. Il souffrait d'un genou écrabouillé il y avait quelques mois dans un accident d'auto. Son chirurgien français avait recollé fémur avec tibia de telle façon qu'il souffrait encore. La jambe repliée, fléchie à 25% sur la cuisse, et des petites infections discales, sans doute inclusion, esquilles. Je le soignais. Je lui avais fortement conseillé de rester tranquille, de remettre à plus tard l'opération reconstructrice. Les Fritz l'ont embobiné qu'il se fasse opérer par le merveilleux chirurgien du Führer, un nommé Gebhardt, que j'ai connu aussi, qui passait la moitié de sa vie au front, général de tank SS et autrefois, dans sa jeunesse, chansonnier de café-concert. Je l'ai connu aussi, un fou, et très désagréable, fou agressif, vindicatif et anti-français. Je me suis une fois engueulé avec lui, il me traitait de charlatan parce que je refusais de rejoindre un corps SS. Tout de même un curieux homme, un personnage de la Renaissance, tout à fait. Un pochet aussi follement vaniteux, mais beaucoup plus costaud. Il paraît au surplus qu'il opérait très bien. Rudler l'a vu à Berlin opérer. Bichelonne a fait tout le trajet du lac de Constance, en Prusse orientale, pour aller au billard, à Hohenlinchen, exactement où se trouvait l'immense hôpital SS dont Gebhardt était le tyran et le pape. Il avait entre autres organisé plusieurs équipes de football unijambistes qui reprenaient le souffle en attendant leur dernier charnier Valhalla. Un homme d'action, Bichelonne n'a pas fait long feu. L'opération a parfaitement réussi et lui a redonné une jambe droite. Mais il est mort 8 jours plus tard d'infection dans d'atroces souffrances, il paraît, absolument seul. 3 ministres, Marion, Gabold et Darnan, ont été assistés à son enterrement. C'était déjà bien près de la culbute. Ils se sont repayés le pèlerinage Constance-Prusse.
Mais comme le protocole Fritz a tenu jusqu'au bout, ils ont fait le voyage en wagon-salon de l'ancien roi du Württemberg, modèle 1890, mais sans vitres et sans chauffage. Ignoblement bombardés en février durant toute la traversée Constance-Prusse, et transis de froid et de faim, 2 sandwichs par sujet. Sous la lande gelée de Prusse les attendait une formidable musique militaire pour les honneurs funèbres. Tout fut fait selon le protocole. On leur expliqua la mort du brillant génial sujet, et puis on les rembarqua dans leur glacière avec 2 sandwichs. Quel voyage! Quel présage! Quel calvaire! Tu imagines? Voilà une bonne histoire qui ne doit pas encore courir les rues. Mais je te sais très friand des anecdotes historiques et chirurgicales. En voici une et de première, qu'elle ne soit perdue. À toi, bien affectueusement. Lettre de Lucette Détouche destinée au docteur Gentil. Bien, bien, cher ami, comme vos bonnes lettres nous font du bien au cœur, la rareté des amis donne tant de valeur à ceux qui nous restent et vous savez être le seul digne de ce nom. Mais nous, que peut-on vous offrir en échange de ce don inestimable? L'amitié. Nous l'éprouvons et sommes souvent déçus dans ce désert de cœur, car on ne s'improvise pas ami, hélas. Cela se forge de longue date, je crois, et les contacts étrangers font si mal aux exilés. Oui, cher ami, l'on cède un peu au scepticisme, pessimisme par ces temps si gris, si hostiles, si froids. Rien ne réchauffe qu'un bon ami à ses côtés, et nous désespérons de vous voir venir, de suite du moins. Vos beaux projets nous charment. L'illusion du bonheur est une jolie chose, qui se dissipe, hélas, trop vite. Mais pourquoi pas? Vous pouvez réaliser tout cela. Laissez vite vos obligations et profitez au plus tôt du plaisir de la tranquillité. N'oubliez pas vos amis chiens et chats, ils sont précieux dans la solitude. Notre bébert va mieux, c'est une peine de moins. Il tient bien sa place dans notre si petit foyer. Votre pauvre ami s'acharne au travail pour oublier le triste temps. J'en désespère, le trouvant bien fatigué, las et nerveux. Qui puis-je? Ne pas l'hériter davantage. Il est si misérable. Ne soyons pas médisants. De pouvoir nous confier à vous est beaucoup. Quel changement déjà! Mais il reste une cruelle marque de ce séjour en enfer. Se refermera-t-elle tout à fait? Votre rencontre avec mon père m'a comblé de joie. Oui, c'est un très bon homme, pur de sentiments pour une époque si tricheuse, un peu vif par la volonté des devoirs familiaux qu'hélas on ne peut toujours remplir sans faire des mécontents. Je n'avais pas grande facilité de ce côté. Je souhaite qu'il comprenne que mon affection est toujours la même sans pouvoir toujours le prouver. Je sais sa vie bien durement remplie chaque jour et le plaint car il doit être bien fatigué. Vous avoir en bonne amitié est mon plus grand plaisir et lien d'affection. Grand merci, cher ami, encore et encore. Il vous faudrait aller en Normandie. Le point de vue intellectuel manque évidemment, mais l'on peut se rattraper sur le matériel, qui, je pense, ne manque pas. J'en reçois une lettre où il me dit ses sentiments enthousiasmés à votre égard et ses espoirs de continuer les relations. Je ne pouvais mieux souhaiter. Que d'intentions délicieuses vous déployez pour me vêtir élégamment. Ce fameux colis finira par nous rejoindre et nous réhabiliter physiquement. L'élégance française compte une grande attention danoise. Il était fort amusant de le constater cette semaine. Grande manifestation française pour les enfants de France, dont nombreux, venus de quelques artistes, ambassadeurs du goût, du charme, du chic et entre autres de l'esprit actuel français par Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, en premier représentant et quelques chanteuses légères et mannequins. Le tout, une vingtaine de personnes. Mais quel bruit dans toute la ville! La France a enraciné une vieille tradition de 1000 qualités dont ils subissent le charme fascinant pour eux, car le spectacle auquel nous avons pu assister ne répondait pas à tant de chaleur. Lui surtout est fort ingrat. L'esprit de barricade, révolte et attaquant, provoquant même des vers de la Libération, d'Aragon, tenaient la forte place et furent surtout appréciés des amateurs assez nombreux en communion d'idées.
tout n'est pas fini. Il reste de la reine pour 1000 ans. Nous étions bien chagrins de le constater. C'est le roi, il est vrai, du moment. Malgré tout cela, ces petites manifestations nous furent sensibles. Un souffle qui nous donna quelque plaisir. Tout ce monde est reparti ce matin sans que nous ayons la possibilité d'une entrevue. Ils étaient reçus chez des personnes de connaissance, mais nous n'y fûmes pas invités pour cette occasion trop délicate. Ils sont ravis de l'accueil et des cadeaux et doivent prendre Danemark pour un paradis de passage seulement. En effet, il y a beaucoup de choses, mais tout le monde ne peut se les offrir. Le Parti communiste a de ce côté quelques grandes chances de succès, mais les conservateurs tiennent encore bon. Ils sont assez gros pour cela. Les échos de guerre nous font un peu trembler. Faut-il si vite reprendre les grands chemins de l'aventure pour aller où? Pas loin, sans doute. Une guerre mondiale d'une matinée ne permet guère de voyager. Nous votons pour l'immobilité. Nous admirons votre vie si remplie. Gardez quelques loisirs et repos. La reconnaissance ne peut payer le don de votre santé. Pensez bien à votre visite possible et que vos fréquentes nouvelles nous fassent oublier la séparation. Je vous embrasse bien, bien fort. Votre Lucette. Mon cher vieux, nous t'avons écrit une lettre énorme il y a quelques jours. J'espère bien qu'elle t'est parvenue. La tienne, lue et relue à l'instant, nous comble de 1000 détails passionnants. Rien n'est au-dessous de notre intérêt et tout ce que tu nous écris nous fascine. En avant pour le jardin sur la Loire, et la rente, et le chat, et le chien. Je vois tout cela d'ici. Nous coproprions avec toi ce beau rêve, bien modeste en somme. Tu plantes à ton âge et tu abats aussi les chênes centenaires. Tu fais pleurer les nymphes tant que ça peut, les abeilles. Je sais que tu parles leur langage comme père et mère et que tu es le président des macros d'abeilles. J'ai bien écrit à Jovard, mais il n'a pas encore rien répondu. Or, mon médecin en chef, Thorvald Mikkelsen, qui est en même temps propriétaire de 12 sociétés industrielles dano-américaines et banques diverses, doit se rendre à New York au début de décembre ou vers le 15 décembre et y rester 3 mois. Il serait enchanté d'y rencontrer Jovard et je serais enchanté qu'il se rencontre. Veux-tu être assez gentil pour téléphoner et demander exactement à quelle date il quittera New York? Si mon Mikkelsen pouvait le rencontrer à temps, je télégraphierais à Jovard, mais est-il toujours au Waldorf Astoria? Le petit fumier d'Hérode Pakis m'a abominablement sali dans le Figaro. Cette petite charogne est aussi menteur et jaloux mort que vivant. L'envie me démange, tu penses, de foutre une lettre rectificative au Figaro, mais Isorni, l'avocat de Pétain, est dans le coup. Il trouve aussi Pakis en flagrant délit de mensonge. J'ai envie de m'adresser à lui pour ce pétard par une lettre que Mikkelsen lui expédiera d'Amérique, où je serai, soi-disant. C'est un peu compliqué. Qu'en penses-tu? Pauvre Berthier doit être passé à l'heure actuelle devant le tribunal de sang. Qu'a-t-il écopé? Ne te fais aucune bile pour notre situation pécuniaire. Nous pouvons très bien tenir 4 et 5 ans. D'ici là, mon Dieu, le roi, l'âne ou moi, je bouffe les bénéfices du voyage, le grand succès de l'époque. Il m'a valu tant de haine qu'il peut bien à présent me sauver la mise. Notre chat bébert est retombé en plus malade, bronchite et emphysème. C'est l'hiver. Le 16 novembre. À propos de cette dette, je pense que tout ceci est imbécile. Dans l'état actuel de l'opinion et ses passions, cela ne servirait qu'à faire rigoler la sadique galerie. Regarde-moi tous ces saligots qui se plaignent. Une raison de mépris de plus. Plus tard, tout ceci ne serait plus que de misérables ragots qui n'intéresseront plus personne. Ce qu'il faudra, c'est reprendre toute cette misérable pâte et la faire monter en rigolade, bouffonnade, cirque et farce. Qu'importe les crimes et les vertus, les coupables et les victimes, le monde s'en fout bien. Il veut se distraire. Pitoyable manie de justifier. Vain cabotinage.
Si vous êtes dans le cirque au moment où l'on massacre, tant pis pour vous. Si vous surgissez au moment où l'on rigole, tant mieux, profitez-en. C'est l'heure qui compte. Il ne faut pas danser, ni tuer, ni rigoler à contretemps. Le Vigan est à la base de toute cette campagne de dénigrement. C'était bien l'homme le plus lâche, le plus bourrique, le plus méprisable que l'on puisse connaître. Il avait monté avec sa femme et l'amant de sa femme une agente de dénonciation double pour la Gestapo et pour Vichy. Il m'avait dénoncé dès 1941 comme un agent de l'intelligence service et Popol et de nombreux amis. C'était une fin de dénonciation. Tout le monde le savait au village. Il avait dénoncé Popol et Henri Mahé pour une affaire d'avortement d'une sujette allemande. Il a failli les faire fusiller. On lui avait tout pardonné. Il a recommencé en Allemagne de plus belle pour ce qui me concerne. Je lui ai foutu une raclée en pleine rue de Sigmaringen devant 20 témoins, le traitant de bourrique et de donneur. Il continuera sous le couperet. Le samedi. Tu dis que ta vie est banale. Elle est d'une richesse infinie, au contraire. Tu te promènes dans les révolutions avec une sagesse antique et renaissante admirable. Tu es le paysan de la Seine le plus philosophe et le plus génial qu'on puisse imaginer. Je voudrais être à ta place. Nous sommes logés à peu près à l'endroit où la veuve d'un roi du Danemark, Éléonore, est restée vers 1600 enfermée dans une tour dite la Tour Verte pendant 22 ans. Une fois son mari mort sur l'ordre de sa belle-mère qui ne l'aimait pas. Moi, c'est ma mère, la France, qui me tient au loin enfermé. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais compris. Elle me ferait bien couper la tête, ce qui est aussi une habitude de reine. En attendant, le prince-président Charles commence à tortiller du cul. Il va faire comme tous les princes-présidents, tourner dictateur peu ou prou, et puis il suivra le chemin que suivent tous. Tout cela est banal comme guignol. Il n'y a plus qu'à rigoler aux coups de bâton. Seulement, ça va être des coups d'atome, alors merde pour la galerie. On se dépêche et on t'embrasse. Lucette, avec moi. Louis.